Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord, toutes nos excuses pour ces quelques minutes de retard dû à la circulation. Au nom du Grand Orient de France, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence publique. Une conférence publique, comme vous le devinez, nous permet, nous, de mieux vous présenter le Grand Orient de France, notre obédience, de mieux connaître sa structure, son fonctionnement, un peu son histoire, la franc-maçonnerie du Grand Orient de France en général, et nous permet également d'avoir un temps d'échange sur tout questionnement ou autre que vous aurez, et en général nous permet d'interagir avec le public. Donc c'est un peu le but d'une conférence publique. Donc nous sommes une petite délégation du Grand Orient de France en visite en Nouvelle-Calédonie, et j'ai le plaisir donc de vous présenter mes collègues à l'extrême gauche. Frédéric Nou, grand secrétaire aux affaires extérieures. Frédéric. Yves Guéret, grand secrétaire aux affaires intérieures. Et je me présente, je suis Amaresh Ramnegan. Nous sommes tous les trois conseils de l'ordre. Et moi, je suis également responsable de la partie Océanie, Océan Indien et Pacifique, donc des loges qui se trouvent dans ces territoires. Nous sommes là donc pour échanger avec vous. Donc, il n'y a pas un format prédéfini, mais ce sera libre échange et j'inviterai tout d'abord mon collègue Yves à prendre la parole et puis ce sera donc au fur et à mesure que la conférence va se dérouler, on va échanger et peut-être garder des questions pour la fin si vous avez, et puis ça nous permettra donc d'optimiser le temps également. Je vous souhaite une bonne conférence. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, dans un premier temps, je vais commencer cette conférence par vous présenter la maçonnerie, un peu ses origines et au Grand Orient de France, et vous décrire un petit peu la géographie et l'implication de notre association Obédience maçonnique en France et dans le monde entier. La franc-maçonnerie est née, alors il y a une date précise que l'on retient, nous maçons généralement, qui est 1721, mais la franc-maçonnerie en réalité est née d'une évolution de la société qui a commencé au XVIIe siècle, où l'objectif, c'était de sortir un petit peu du dogme du roi et de la suprématie aussi du clergé de l'Église catholique, et d'avoir ses propres axes de pensée, ses propres développements personnels, et de penser à une société différente. Donc, peu à peu, il y a eu des sociétés qui se sont créées, des regroupements, et la franc-maçonnerie est née en Angleterre, dans l'arrière-salle d'une auberge qui s'appelait l'Oie et le Grill, et où les premiers maçons sont réunis. Alors, en 1821, la référence, ça s'appelle les Constitutions d'Anderson. Donc, Anderson était un pasteur anglican qui a écrit un petit peu les règles de la franc-maçonnerie, ébauché les premières règles, en compagnie d'un Français qui s'appelait Monsieur Desaguliers, et qui a ramené ça en France dans les années 1923-24. Et la maçonnerie est vraiment née en 1700, j'ai dit 1900, je crois, excusez-moi, 1723-24, et la maçonnerie est née vraiment en 1728, une obédience qui s'appelait la Grande Loge, qui est l'historique du Grand Orient de France. Les premières loges se sont créées, et donc là, on a eu une maçonnerie qui était vraiment au sein du siècle des Lumières, et qui a produit des idées nouvelles, qui a produit des pensées
différentes, qui a produit aussi des textes, des écrits et un tas de choses qui ont mené à l'évolution de la société. Et après, je vous passe les détails un petit peu de relations entre les différents maçons. Le Grand Orient de France est né en 1773. Donc nous avons fêté nos 250 ans de l'appellation Grand Orient de France et nous fêterons en 2028 les 300 ans du Grand Orient de France historique. Alors, la maçonnerie a évolué au fil des siècles, elle a évolué sous Napoléon, elle a évolué ensuite sous Louis-Philippe, sous Napoléon III, avec des fortunes diverses. Notamment, comment elle a procédé dans la société. Les maçons se sont impliqués dans la société. Si je fais un bond au début du XXe siècle, dans les années 1900, sous la Troisième République, environ la moitié des ministres étaient maçons, francs-maçons du Grand Orient de France. Donc il y a eu toute cette évolution avec des idées nouvelles et une société des maçons qui sont impliqués dans la société. Arrive 1940, où le régime pétainiste installé à Vichy a décrété donc le fameux complot judéo-maçonnique qui a fait fermer certaines loges et pour chasser des francs-maçons dont certains y ont laissé leur vie en camp de concentration et autres. Alors, beaucoup de francs-maçons l'activité s'est arrêtée, mais beaucoup de francs-maçons sont devenus des résistants. Et la franc-maçonnerie a immédiatement repris pied en 1944. Bon, je vous ai donné cette partie de l'histoire parce que c'est pour vous montrer plusieurs choses. D'abord, la franc-maçonnerie, on dit, elle est secrète. Alors, elle n'est pas si secrète que ça, et elle ne l'a pas été tout le temps. Mais compte tenu de certaines persécutions, bien évidemment qu'elle est devenue secrète, ou au moins très discrète. De nos jours, la franc-maçonnerie s'extériorise, notamment le Grand Orient de France, ce qui nous permet quand même d'avoir une meilleure visibilité et d'expliquer un petit peu qui on est et à quoi on travaille. Alors, à quoi on travaille? Rentrer en maçonnerie, tout d'abord, c'est très facile. Il suffit d'avoir 18 ans et un casier extrait judiciaire numéro 3 vierge. Bon, ça, c'est la base de la rentrée chez nous. Bon, bien évidemment, pour rentrer en maçonnerie, il faut avoir un objectif. Un objectif, d'abord, généralement, de s'améliorer soi-même. Ensuite, de dire, avec ma modeste contribution, je vais apporter ma pierre à la société. De travailler avec d'autres personnes que je ne connaissais pas. Dans notre rituel, on dit rassembler ce qui était part. Donc, je vais m'améliorer moi-même et je vais essayer d'améliorer la société. Hein, voilà aujourd'hui ce qu'est la franc-maçonnerie. Alors, nous sommes une association qui travaille en loge avec un rituel. Donc, nous sommes une association initiatique. Il y a une initiation, il y a un rituel qui nous permet que je dirais plutôt qui est le support d'une méthode qui nous permet de travailler un peu autrement. D'abord, on travaille dans un temple, on travaille au calme, en dehors des vicissitudes et des bruits à l'extérieur, ce qui nous permet de réfléchir tranquillement sur certains sujets.
Les sujets, ils sont divers. On peut traiter des sujets sociétaux, des sujets philosophiques, des sujets symboliques. Les sujets sociétaux au Grand Orient de France, ils sont axés sur plusieurs phénomènes et problèmes. Nous avons au Grand Orient de France des commissions. Les commissions sont principalement une commission sur la laïcité. Donc la laïcité, vous le savez, c'est le 4e pilier de la République. Ce qui veut dire que chacun est libre de croire ou de ne pas croire, d'avoir une religion ou de ne pas en avoir, d'avoir une sensibilité politique ou de ne pas en avoir. Donc, il n'y a aucune barrière chez nous pour rentrer en franc-maçonnerie au Grand Orient de France. Nous avons une commission nationale qui travaille sur le développement durable. Notre visite ici, en Nouvelle-Calédonie, nous avons rencontré plusieurs frères et sœurs. Nous avons visité l'aquarium, nous allons visiter d'autres lieux. Et bien évidemment, nous avons bien compris que pour ce pays et pour tous les îlots environnants, c'est primordial, bien évidemment, de s'intéresser à ce problème du développement durable. Nous avons une commission d'études sur le revenu universel. Donc, vous voyez, les sujets sont très divers. Alors, le but de travailler en commission n'est pas de donner des solutions. On ne les a pas forcément mieux que certains. Mais on fait des parutions, on a des ouvrages qui sont l'image de nos réflexions, qu'elles soient sur ces sujets-là ou sur d'autres sujets encore que j'ai oubliés. Notamment, nous avons une commission d'études aussi sur l'impact du numérique. Alors, nous ne sommes pas des informaticiens, mais on essaie de savoir quel est l'impact du numérique sur notre monde et sur notre manière d'être. Et également une autre commission très importante qui est une commission santé publique bioéthique qui fait des travaux sur la fin de vie, les maladies et tous les problèmes que l'on rencontre dans ce domaine. Alors, bien évidemment, faire un exposé de la maçonnerie, ça serait très long, donc c'est pour ça que je vous donne quelques clichés, et l'idée, c'est de répondre à des questions. Je vais vous donner quand même quelques chiffres aujourd'hui. Le Grand Orient, c'est 53 000, un peu plus de 53 000 frères et sœurs répartis dans le monde. Ils sont répartis en 1394 loges, dont 164 sont à l'extérieur de l'Hexagone. Donc vous voyez qu'on a un rayonnement international. On est présent, comme vous l'a dit Amarèche, qui s'occupe de la fameuse région monde, en Afrique, en Océanie, en Amérique, en Europe aussi, puisque nous avons des régions françaises qui ont des loges en Espagne, en Pologne, par exemple, et dans d'autres pays européens. Aux États-Unis, je l'ai dit, en Amérique. Donc on est présent un peu partout dans le monde. Le Grand Orient n'initiait que des hommes jusqu'en 2010. Donc, en 2010, au convent de Vichy, il a été décidé que les loges pouvaient initier des hommes ou des femmes. Et à ce jour, nous avons 12% de femmes au Grand Orient de France. C'est-à-dire sur 55 000, 6 200 et quelques. Ce sont mes fonctions de grand secrétaire aux affaires intérieures qui me font connaître tous ces chiffres. Je ne les sors pas de mon chapeau, mais je les pratique toutes les semaines. Voilà
le panorama aujourd'hui du Grand Orient de France. Alors, est-ce que les questions, je vais poser une première question, puisque les questions sont toujours difficiles à venir, c'est quelle est l'influence des francs-maçons, hein, puisque comme toute société discrète ou secrète, on se dit mais qu'est-ce qui se passe dedans et quelle est l'influence? On entend, hein, ce sont les francs-maçons qui dirigent l'État finalement, etc. Bon, pas du tout. Vous imaginez bien que avec 1394 loges, avec des réflexions sur des sujets divers, nous ne sommes pas ni tous des scientifiques, ni tous des politiciens, ni tous des mathématiciens ou des informaticiens. Donc, on essaie de penser autrement, de rassembler toutes nos pensées et de voir comment on peut améliorer les choses. Être maçon, c'est partager des valeurs, avant tout. Alors, les valeurs de la franc-maçonnerie, elles sont primordiales. En franc-maçonnerie, d'abord, le Grand Orient de France, la devise, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est très simple. Nous avons une quatrième valeur, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la laïcité. La fraternité, hein, on parle de frères, donc la fraternité, ça veut dire que on est tout proches les uns des autres. La solidarité, on est prêt à aider non seulement nos frères et nos sœurs, mais on est prêt aussi à aider tout le monde. On a aussi dans notre rituel, quand un maçon manque un devoir par rapport à un humain, ou même par rapport à un animal, ou par rapport à d'autres choses, il n'est pas dans son serment. Donc c'est très important qu'on soit à l'écoute de ce qui se passe autour de nous et d'être bienveillant. Et on a une valeur très importante, enfin, qui est le travail. On a un engagement à travailler. Alors, travailler, être en tenue, c'est comme ça qu'on appelle nos réunions. Être en tenue, ça se passe 2 fois par mois en général, avec des vacances en juillet-août, comme tout le monde. Peut-être pas dans l'hémisphère sud. Et de travailler également sur des sujets. On fait ce qu'on appelle des planches, hein, donc on écrit nos pensées, on les expose à nos frères et nos sœurs qui font des remarques, qui font des ajouts, qui apportent leur pierre, comme on dit. Voilà. Et l'universalité, hein, bien sûr, c'est-à-dire que, comme je me répète, nous n'avons pas chez nous de critères de sélection. Aucun. En dehors des quelques-uns que je vous ai cités, qui sont des critères simples et basiques. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais passer la parole peut-être au grand secrétaire aux affaires extérieures. Alors on a des noms, hein, bien sûr. Le grand secrétaire aux affaires intérieures, il s'occupe des affaires intérieures. Et le grand secrétaire aux affaires extérieures, il supervise les relations avec les autres obédiences maçonniques. Hein. Je ne vous en ai pas parlé, mais l'objectif, c'est quand même de vous parler du Grand Orient de France que nous représentons. Et je vais passer donc la parole au grand secrétaire aux affaires extérieures qui va nous présenter peut-être le motif de notre venue et d'autres choses. Merci. Merci Yves. Oui, le Grand Orient de France, il l'a expliqué, est une association française, loi de 1901 classique. Et chaque loge au sein de cette association est elle-même une association. En d'autres termes, le Grand Orient est une fédération d'associations. Et donc, chaque association a son projet. Comme toute association, l'article 1, on définit son projet politique, qui est naturellement différent d'une association à une autre et qui dépend du motif, du lieu et de l'intention des adhérents initiaux qui décident de la créer en demandant ultérieurement leur adhésion à l'association. Et donc, chaque loge, de ce fait, est différente, suivant les pays, suivant les cultures, suivant les périodes. Une association créée en 1832, ou comme par exemple en Charente-Maritime, où je suis originaire, la plupart des loges ont été créées
entre 1715 et 1780 et sont plus ou moins issus de l'occupation anglaise qui a fini avec la guerre de Cent Ans. C'était les scories de cette influence anglaise à partir de Bordeaux qui remonte jusqu'à La Rochelle et qui a infusé cette tradition-là. Et donc, il est évident qu'une loge créée en 1730 n'a pas la même histoire qu'une loge créée en 2020 à Paris. Et donc, il y a vraiment cette idée que chaque loge ayant son histoire, ayant son identité, il n'y a pas de limite aux conditions de création. Vous pouvez effectivement créer demain une autre loge à Nouméa, vous pouvez en créer une à Oulan-Bator ou en créer une à Santiago du Chili. Elles seront différentes, mais elles partageront, de par leur appartenance au Grand Orient, le même système de valeurs, leur souci effectivement de contribuer au rayonnement des valeurs énoncées par Yves. Et donc du même coup, la représentation géographique du Grand Orient est le produit des aléas de son histoire. Si on devait faire la liste, par exemple, des loges qui ont été créées à l'étranger et qui ont disparu, on tournerait aux alentours de 600. Il y a eu des moments, par exemple, le Grand Orient était très présent en Grèce, en même temps que l'armée impériale, en même temps que le Premier Empire. Il a suffi que la France quitte la Grèce en 1815 pour que les loges quittent l'influence du Grand Orient et rejoignent plutôt des obédiences anglaises. Il y a des pays où nous avons été très présents, l'Allemagne par exemple, où nous n'y sommes plus du tout, pratiquement. L'Italie également. Donc c'est vraiment l'influence, c'est aussi une forme d'injustice, parce qu'après tout, depuis 3 siècles, les statuts de l'association n'ont pas changé. Et pourtant, ceux qui s'en réclament, eux, ont changé. Et donc, au gré de ses besoins, au gré des influences, il y a des pays où le Grand Orient est présent, au travers des associations qu'il a créées ou qu'il a accueillies. En Serbie, par exemple, nous avons aujourd'hui 13 loges. Nous en avons 5 en Pologne. Nous en avons effectivement 8 en Nouvelle-Calédonie, 4 en Polynésie. Mais là encore, je vous dis, c'est vraiment le produit du hasard. Et par contre, chacune de ces loges est priée de respecter les statuts d'association auxquels elle a adhéré, de respecter aussi certains thèmes de travail qui sont proposés par l'association parisienne et qui sont autant d'éléments d'unité symbolique et philosophique de l'obédience. Après, il se peut très bien qu'il y ait des pays dans lesquels nous ne sommes pas présents, mais comme l'évoquait Yves tout à l'heure, le principe philosophique ou le principe maçonnique qui sous-tend la forme d'engagement que nous avons n'est pas propre au Grand Orient. Le Grand Orient n'est qu'une association philosophique ou maçonnique en France. On peut considérer en France qu'il y a à peu près une quarantaine d'obédiences. Et si on devait faire la liste de toutes les associations qui revendiquent leur appartenance à cette dimension symbolique ou initiatique, on tournerait aux alentours de 200. Mais si on prend les 40 principales obédiences françaises, ça implique que, quels que soient les pays, vous allez en trouver d'autres. Et donc les pays où la France, où le Grand Orient n'est pas présent, l'amène à reconnaître, pour échanger, pour travailler, pour partager des valeurs, pour permettre à ses adhérents de s'enrichir au contact aussi de ceux qui y sont, peut reconnaître des actions philosophiques dans les pays concernés. J'étais il y a quelques semaines en Géorgie. Nous avons créé une loge à Tbilissi, venant d'une autre obédience, qui est la Grande Loge de Géorgie, qui est une obédience d'influence russophone. J'étais en Arménie aussi. Nous avons aujourd'hui une loge et on en aura bientôt une deuxième. Et donc, reconnaître la Grande Loge de Géorgie ou reconnaître la Grande Loge libérale de Serbie ou demain la Grande Loge féminine d'Italie, c'est à la fois reconnaître faire écho aux valeurs que nous portons, mais avec des obédiences nationales qui vont connaître l'histoire, qui vont nous permettre de nous enrichir de leurs travaux communs. C'est nous permettre aussi d'avoir une réflexion qui ne sera pas limitée à notre identité politique. Prenez par exemple au sein de l'Union européenne, sur les 27 pays de l'Union, si on en retire la France et donc le Grand Orient, sur les 26 autres, nous sommes présents ou représentés seulement dans 17 pays de l'Union. C'est-à-dire qu'il y a 10 pays de l'Union européenne où le Grand Orient soit n'a pas de loge, soit ne reconnaît aucune obédience nationale. Et pourtant, réfléchir sur les thématiques portées par l'Union européenne, notamment en matière de liberté publique, en matière de bioéthique, en matière d'état de droit, surtout quand on sait les difficultés que l'Union rencontre aujourd'hui en Pologne, en Hongrie ou dans certains États, impose une réflexion commune aux 27 États. Et donc on essaie aujourd'hui d'aller rechercher dans les pays dont nous sommes absents, la Bulgarie, demain effectivement la Serbie ou la Moldavie, parce qu'on a aussi ce souci de contribuer à l'élargissement de l'Union, des obédiences composées de frères et de sœurs serbes, moldaves demain ou hongrois, qui vont nous expliquer ou nous aider à comprendre ce qu'est l'état d'esprit de l'opinion, ce que sont les valeurs que nous portons en matière de liberté absolue de conscience, notamment en matière donc de respect de l'état de droit, des libertés individuelles, le cas échéant de les accompagner
au travers toujours de cette méthode qui suppose de réunir ce qui était part, de permettre à chacun de s'écouter, et du même coup d'avoir une réflexion commune qui demain puisse au sein de l'Union européenne n'être pas le fait seulement d'obédience représentant 17 pays, mais 27 pays. Et donc on a ce souci de constitution d'un réseau permettant de réunir l'ensemble des systèmes de pensée, l'ensemble des influences philosophiques, l'ensemble des influences religieuses, puisque si le Grand Orient promeut la liberté absolue de conscience, ça ne veut pas dire pour autant, et naturellement la laïcité, ça ne veut pas dire qu'il faille être agnostique pour adhérer. Naturellement, la liberté absolue de conscience suppose la coexistence des convictions de chacun, et on peut très bien être déiste ou polythéiste au sein du Grand Orient. Et donc et je vois la difficulté que nous avons parfois en Pologne, avec certaines loges qui sont composées de frères qui sont déistes, enfin qui sont catholiques, et qui sont en même temps fonctionnaires d'État, dans un pays où si la maçonnerie n'est pas interdite, il est déconseillé à certains fonctionnaires de l'être, je pense aux magistrats notamment. Donc c'est pour eux difficile de faire coexister ou cohabiter leur fonction sociale, celle de magistrat, leur appartenance à un mouvement maçonnique et leurs convictions religieuses. Ils s'y essaient, on essaie de ne pas les mettre en porte-à-faux sur le plan individuel ou moral, mais c'est une vraie difficulté. Et donc le rôle du Grand Orient, c'est d'aller rechercher effectivement des associations ou d'accueillir les loges qu'ils souhaitent lorsqu'elles se constituent pour essayer d'avoir une réflexion la plus ouverte possible, la plus large possible sur les questions que les uns et les autres peuvent identifier. Yves évoqué par continent, nous sommes effectivement présents en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis. Au Canada, c'est au Québec surtout. Aux États-Unis, on a 6 loges, ce qui est peu par rapport à la taille de la population, mais l'influence aussi de la France est faible parce que là encore, on peut voir le Grand Orient comme étant un élément du soft power français. Le Grand Orient de France, vu de l'étranger, c'est un Grand Orient de France. C'est-à-dire que ça implique, quand vous venez au Grand Orient, d'adhérer à un système de valeurs qui est un système de valeurs républicain. Ça implique de travailler en français. Ça implique, suivant les rituels, c'est-à-dire en gros suivant le langage que vous pratiquez dans les loges, de vous rattacher à l'idéologie, à la trilogie républicaine, liberté, égalité, fraternité, ce qui peut poser des difficultés. Quand vous êtes aujourd'hui au Maroc et que si demain le Grand Orient devait recréer des loges au Maroc, on nous imposerait sans doute de supprimer l'acclamation République, égalité, fraternité, de travailler sur le Grand Orient et d'accrocher le portrait du roi dans les loges. Ce qui peut poser des problèmes de cohérence politique pour une obédience républicaine. Mais parce que justement, le fait de travailler à la promotion d'un idéal républicain, qui est un idéal égalitaire, et Yves parlait tout à l'heure de la solidarité, la doctrine philosophique et politique du Grand Orient se rattache très directement à la doctrine solidariste, qui, au début du XXe siècle, était celle portée par Léon Bourgeois en tant que président du Conseil et président du Sénat, et qui s'appuyait sur les travaux d'Émile Bouglé en tant que directeur d'école des hautes études, et qui a forgé toutes les grandes lois sociales du début de la troisième, au travers d'une théorie revisitée du contrat social de Rousseau, de dire qu'est-ce qui fonde la solidarité d'une communauté, c'est l'obligation pour chacun de s'acquitter d'une forme de dette sociale, et pour que chacun s'en acquitte, il faut que je lui permette de se former, de se soigner, de s'éduquer, d'être logé, etc. Donc il y a toute une cohérence politique au travers de la doctrine solidariste qui a forgé aussi l'idéologie républicaine. Donc le Grand Orient est une obédience foncièrement républicaine. Et donc du même coup, c'est vrai qu'il y a des pays où nous ne sommes pas les bienvenus, parce qu'il y a cette idéologie latente. Si vous deviez travailler demain dans des loges, non pas du Grand Orient, parce que nous ne sommes pas présents en Turquie, mais nous reconnaissons de vieilles obédiences turques, dont la Grande Loge libérale, ça impliquerait que la liste des adhérents est tous les ans communiquée à l'intérieur, et que régulièrement, les services de police s'invitent dans les travaux des associations de la Grande Loge libérale pour vérifier qu'il n'y a rien à la fois dans les travaux et dans le rituel, c'est-à-dire dans leur langage symbolique pratiqué par la loge, qui puisse porter atteinte à la sécurité de l'État. Si aujourd'hui on est peu présent en Afrique, on a à peu près 2000 membres. Pour une vingtaine de loges, beaucoup plus, puisqu'il faut ajouter naturellement les loges de Maurice et de l'océan Indien. Mais excusez Marèche, mais on a à peu près 2000 membres en Afrique. Nous sommes peu présents parce que, suivant les pays, travailler, là encore, ou être perçu comme travaillant à la promotion de la République ou de l'idéal républicain, c'est prendre des risques, non pas pour sa sécurité, c'est excessif, mais en tout cas pour son identité sociale. C'est prendre le risque si vous êtes fonctionnaire du perdre votre boulot. Nous avons 3 loges en Côte d'Ivoire. Sur les 3, il y en a 2 qui ont choisi de travailler sur des sujets ou avec des rituels, donc des langages symboliques qui sont exclusivement philosophiques. Parce qu'ils ne veulent pas que si les services de police, ce qu'ils font d'ailleurs, viennent assister aux travaux, on puisse leur reprocher, sous couvert de maçonnerie, d'avoir une activité politique qui puisse poser des difficultés. La maçonnerie en Côte d'Ivoire
au moment de la période de Fouette-Boigny, a été interdite pendant 10 ans. C'est-à-dire qu'on a vu un soir les camions militaires venir à la sortie des loges, embarquer les frères, fermer les temples et confisquer les listes. Ça a été le cas au Maroc aussi. Au Hassan II, la maçonnerie est interdite pendant 15 ans pour des motifs politiques. Donc, il y a toujours ce risque, quand vous adhérez au Grand Orient, suivant les régions, qu'on vous prête d'avoir une activité républicaine, enfin plutôt de vous reconnaître dans une idéologie républicaine, ce qui est vrai, et donc de travailler à la promotion d'un système de valeurs qui puisse avoir des implications sociales. C'est ce que Yves a encore indiqué. Nous avons vocation à promouvoir ce système de valeurs dans la cité, qui puisse vous poser des problèmes, des difficultés. Et donc, sur ces 3 loges ivoiriennes, il n'y en a qu'une qui travaille un langage symbolique qui est le rite français, qui est le rite historique du Grand Orient, qui est un rite plutôt républicain, en tout cas plus républicain que les autres, et qui assume ce risque-là. Simplement, on n'y retrouve ni les recteurs d'académie, ni les chefs de cabinet, ni les entrepreneurs qui ont d'une façon ou d'une autre un lien avec l'État, parce qu'ils ne veulent pas que, si ça se sache, leur fonction, leur activité puissent être mises en cause. Donc le Grand Orient s'efforce, en tout cas, là encore, ne décide rien. Nous ne décidons pas de nous implanter dans un pays. Il n'y a pas un plan de développement qui déciderait demain d'être présent en Asie du Sud-Est, d'ouvrir des loges en Chine ou d'être présent en Argentine. On peut, au travers de conférences, nous sommes membres d'associations régionales, essayer effectivement d'extérioriser, d'expliquer, de trouver des obédiences nationales qui nous correspondent, avec lesquelles on puisse échanger. Mais après l'adhésion au Grand Orient et la création d'une loge, qui elle-même va faire le choix d'adhérer dans notre association, c'est une démarche exclusivement intime et personnelle. Il n'y a rien qui se décrète. On peut juste en faire état, avec les risques que cela peut représenter pour ceux qui s'y reconnaîtront suivant les pays. Je vais parler de la Chine, on a 2 embryons de loges qui ont le plus grand mal à fonctionner, et on comprend pourquoi. On a aujourd'hui 4 loges en Russie, bientôt 5. Maintenant, on sait très bien que les listes sont soumises au FSB et on a même un adhérent qui est un consul honoraire en Ossétie du Sud, donc est un diplomate russe. Ceci dit, c'est pas parce qu'on est diplomate qu'on a netalement exclu de la maçonnerie. On peut très bien faire la part des choses et faire confiance sur la liberté de conscience pour que lui-même sache et assumer sa fonction de diplomate et de fonction d'État en dehors de ses travaux en loge et après en loge se comporter avec la plus totale indépendance morale et personnelle. Maintenant, c'est un risque possible. Quand vous avez 13 loges en Serbie, adhérer, c'est ce que relevait Yves tout à l'heure, ça suppose d'abord d'avoir 18 ans et de communiquer son casier judiciaire. Il y a des pays, c'est même la majorité, dans lesquels la notion de casier judiciaire n'existe pas. Et donc, quand vous demandez à des frères d'une loge de Serbie de vous communiquer leur casier alors que ça n'existe pas, ils vont faire une attestation sur l'honneur. Pareil en Russie, le casier judiciaire n'existe pas. Donc, j'ai la copie d'une carte d'identité ou d'un passeport avec une attestation sur l'honneur, sous seing privé, c'est-à-dire que je ne vais pas demander la traduction même d'un document officiel par un traducteur assermenté. Et donc, je n'ai aucune certitude de ce que sont la réalité des risques civils ou pénaux que je prends en faisant adhérer des sœurs et des frères, enfin, des adhérents, des profanes, qui vont vouloir travailler au rite de Orient. Donc, je leur fais confiance. Parce que la démarche même qu'ils ont implique effectivement cette confiance et leur partage dans les valeurs que nous portons. Maintenant, il n'est pas exclu, dans 48 heures, dans 6 mois ou dans 2 ans, que je me retrouve en Serbie avec un frère qui sera poursuivi dans un cour pénal international. Parce que sur le nombre, on a une loge à Banja Luka, en République serbe de Bosnie. C'est pas l'endroit le plus facile pour garantir sa liberté absolue de conscience quand on est serbe. Donc et en même temps, je ne suis pas là pour juger de la sincérité des engagements des uns et des autres. Donc dès lors que je suis saisi d'une demande d'adhésion, eh bien, j'y fais toujours droit. De même que si vous souhaitiez demain adhérer en loge, vous serez soumis à des procédures d'enquête. Ces procédures d'enquête ne sont pas des procédures qui tentent à vérifier votre moralité. Elles tentent plutôt, au travers de réflexions avec la personne que vous recevriez, sur vos convictions, sur vos activités sociales, sur votre équilibre familial ou personnel, à réfléchir sur vous-même, à vous demander si vous êtes bien conscient de ce qu'est la nature de l'engagement que vous envisagez de prendre. Et donc, c'est une forme d'interrogation croisée qui vous est proposée durant ces 3 enquêtes. C'est l'occasion de réfléchir et de vous dire, effectivement, je n'ai pas pensé à ça, est-ce que je serai disponible, est-ce que ça correspond au type de réflexion que je veux avoir, qu'est-ce que je pense de la peine de mort, de la fin de vie, quels sont les sujets sur lesquels, effectivement, je peux travailler, quelle est la place que je donne au symbolisme dans ma vie, est-ce que c'est important ou pas, est-ce que je vais m'ennuyer. Donc, l'enquête a vraiment cette fonction-là. Et il est évident, là encore, qu'une fois que l'enquête est faite, il y a un vote dans l'association, mais le vote est dans 99% des cas positif.
Parce que vous ne pouvez jamais vous porter ou porter un jugement de valeur sur la sincérité de la démarche qui demande de celui qui demande à vous rejoindre. Vous êtes toujours naturellement fondé à lui faire confiance. Il n'y a que lui qui, dans le temps, saura si effectivement c'était bien l'engagement qu'il voulait et s'il avait sa place dans une loge, avec un travail qui sera plus ou moins symbolique, plus ou moins profane, plus ou moins politique. Les loges, je vous dis, ont leur équipe différent, mais il n'y a que lui qui pourra le savoir. Et donc, effectivement, quand on reçoit des demandes d'adhésion à l'étranger, on y fait pas plus ni moins qu'en France, toujours droit, avec les difficultés que ça peut présenter. Et du même coup, la seule particularité, c'est qu'on est à l'étranger, on essaie parfois d'aider les adhérents qui peuvent avoir des difficultés politiques ou sociales. C'est moins le cas aujourd'hui, heureusement. Mais c'est vrai que nous avons, par exemple, en Afrique, suggéré à l'ensemble des loges du Grand Orient et aux obédiences que nous reconnaissons, du Maroc à la République démocratique du Congo, de travailler communément sur la question du respect de l'état de droit. Je leur ai suggéré il y a 2 ans et demi et j'attends encore un commencement de début de réflexion. C'est-à-dire je crois qu'ils n'ont juste pas envie. Pas envie parce que ça ne correspond pas à leur souci d'avoir un travail commun sur un sujet qui, pour le coup, fait directement écho à ce que sont l'état de leur société au Maroc, au Sénégal, au Bénin, en Mauritanie ou au Congo-Brazzaville. Donc, chaque loge a son travail, chaque loge a son équilibre. Ce travail est plus ou moins facile, mais l'idée qu'on puisse décider depuis Paris ou depuis Cotonou, dans une zone régionale, ou depuis Nouméa pour le Pacifique, décréter ou imposer une ligne conduite, un mot d'ordre, un travail commun, est juste totalement irréaliste dans la durée. Un dernier exemple, lorsqu'il a été envisagé par le président de la République, il y a de cela 2 ans, de réviser la Constitution de façon peut-être à revenir sur le droit du Parlement avec une réduction du nombre de mandats et une réduction du parlementarisme, en tout cas de la lecture parlementaire de la Ve République. Le Grand Orient, parce que justement son histoire l'amène à être très directement liée à l'identité républicaine du régime, depuis la Révolution et avant, Yves le rappelait, avec le siècle des Lumières et Voltaire ou Condorcet. Nous avons envisagé un travail collectif au sein de l'obédience, de dire quels sont les liens d'accroche entre la République, entre la nature républicaine du régime, la nature parlementaire et la maçonnerie. Il y a des tas d'éléments symboliques sur le régime de la parole, sur la symbolique. Enfin, on peut avoir cette lecture comparée et croisée. Et l'idée était de dire, voilà, on va faire travailler les 1400 loges sur cette question de l'identité républicaine de l'obédience, de façon à ce que si demain, révision constitutionnelle aidant, le chef de l'État a décidé de soumettre ce projet de loi constitutionnel à référendum, et si vraiment nous avions le sentiment que cette révision va très loin dans la remise en cause du régime parlementaire de la Ve République, alors effectivement, on appellerait les frères et les sœurs à manifester et l'obédience appellerait à voter non. En gros, prendrait position sur une question référendaire en appelant ses adhérents et en revendiquant par son histoire et son identité une consigne de vote. Je crois que la réflexion n'a pas dépassé le stade d'une petite dizaine de frères universitaires ou magistrats qui avaient commencé à construire ce modèle politique et on n'a pas été au-delà. D'abord parce que le chef de l'État a abandonné pour des motifs contingents ce projet de révision constitutionnelle, et parce que je crois là encore que l'obédience aujourd'hui, le Grand Orient de France en 2023 n'est plus ce qu'il était ou n'est pas ce qu'il était. Ce n'est ni un regret, ni un jugement de valeur, c'est juste un constat. Le Grand Orient en 2023 n'est pas ce qu'il était en 1930. Et donc l'idée qu'effectivement on puisse avoir un travail de nature institutionnelle, politique, avec derrière une consigne ou une fonction, une extériorisation qui puisse être entendue de la société, est juste passée. Et c'est vrai aussi bien en France, je crois, qu'à l'étranger. Voilà, je vous remercie. Merci Frédéric. Donc j'ai noté quelques points que je voulais partager avec surtout ceux qui ne connaissent pas trop le sujet. Donc ainsi, au fil de ces 300 dernières années, le Grand Orient de France, notre obédience, est devenue la première obédience maçonnique en France. Elle a une riche et longue histoire.
notre frère Yves nous a rappelé les 250 ans de l'appellation Grand Orient de France célébrée cette année-ci. Ainsi, le Grand Orient de France travaille à l'amélioration matérielle et morale, au perfectionnement intellectuel et social de l'humanité. Pour rajouter quelques petits compléments à ce que nous a partagé Yves, donc effectivement 53 000 membres, 1394 loges, dont donc nous sommes au fil des années, le Grand Orient de France donc a développé, a grandi et s'est répandu donc à travers le monde. Donc nous sommes aujourd'hui structurés à travers 17 régions et découpés en 37 secteurs. Nous avons un conseiller de l'ordre par secteur, dont nous trois. Donc au sein du conseil d'administration, nous avons 37 conseillers de l'ordre et ces 37 conseillers de l'ordre élisent un président du conseil. Donc le président de notre conseil d'administration est Georges Saint-Riac. D'où là où je viens, par exemple, à l'île Maurice, la franc-maçonnerie a existé depuis 1778 et a travaillé depuis sans interruption à travers une loge qui s'appelle la Triple Espérance. De même, en Calédonie, vous avez une longue et riche histoire. À l'île de la Réunion, pareil, la loge de l'amitié. Donc on retrouve des traces vivantes, allons dire, du Grand Orient dans plusieurs territoires à travers le monde. Notre structure de base, vous avez entendu le mot, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la loge. Donc la loge, effectivement, offre un large éventail de ce qu'on appelle un rituel. Je suis sûr que vous avez vu sur Internet ou lu. Donc la loge offre à la base un large éventail de rituels, de pratiques, de sujets d'études sociétaux, symboliques, philosophiques. Donc ça dépend sur les sujets qu'on veut traiter ou travailler. Donc c'est ça un peu notre diversité qui est source de richesse et d'échanges fructueux donc au sein même de la loge. Donc la loge représente pour nous un lieu de réflexion, de questionnement, de débat, où le brassage des générations et la diversité sociale, spirituelle et politique créent dans cette fraternité qui nous est chère, donc une alchimie unique et bouillonnante. On est en fait connu pour ça, pour ceux qui seraient intéressés. Donc cette franc-maçonnerie nous offre ainsi des outils de recherche personnelle, philosophique, spirituelle, et elle n'est en aucun cas une religion de substitution. Il faut bien le préciser. Et je voulais juste élaborer sur l'aspect démocratique du Grand Orient de France. Le Grand Orient de France fonctionne sur un modèle démocratique. Les loges sont souveraines, il y a un règlement général, bien évidemment, mais les loges décident d'elles-mêmes tant que dans le respect du règlement général. Les différentes fonctions, que ce soit le grand maître, c'est-à-dire le président du conseil de l'ordre, les conseillers de l'ordre, les présidents des loges, qu'on appelle les vénérables maîtres, sont toutes électives et encadrées sur le plan du cumul, du renouvellement et de la durée. Donc, c'est des mandats définitifs. On ne peut pas être président de loge ou grand maître à vie. Et pour complémenter également ce que Yves vous a partagé, nous avons effectivement plusieurs commissions qui travaillent sur des sujets d'ordre national, mais également qui sont importants au niveau international. Et nous avons les chantiers de la République, les utopiales maçonniques, des revues, dont l'Humanisme, la Chaîne d'Union, les Chroniques d'Histoire maçonnique. Nous avons également une fondation, Grand Orient de France, fondation d'utilité publique. Nous avons aussi le musée de la franc-maçonnerie que je vous invite à découvrir si jamais vous êtes à Paris, à la rue Cadet. Également une bibliothèque publique. Et pour terminer, je voulais juste vous faire part également, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le sujet, vous avez entendu donc de l'initiation. C'est quoi l'initiation? Donc, frère Frédéric vous a mentionné le process. Donc l'initiation, c'est vraiment être initié, c'est à la fois entrer dans cette fratrie, cette fraternité, mais également s'engager dans une voie de progression personnelle,
grâce à un rituel et des symboles. En maçonnerie, on dit on cherche le perfectionnement de soi. Donc, par la mise en œuvre de ces outils, entre guillemets, le nouvel initié, qu'on appelle, commence son travail maçonnique, son travail chez lui-même, qui est essentiellement un travail de partage et un travail sur soi, dans la plus totale liberté de conscience, quelque chose qui nous est très cher, nous les francs-maçons du Grand Orient de France. On parle aussi de la méthode maçonnique. Ben, elle consiste simplement dans le travail commun en loge, jamais achevé et complété par la recherche individuelle qui est propre à l'initié. Vous allez sûrement entendre parler également on recherche la lumière, donc la lumière que recherche chaque maçon au sens du XVIIIe siècle, éclaire son chemin et rapproche les conditions sociales, c'est-à-dire l'initiation et la pratique du rituel, ainsi à l'émancipation des individus. Donc voilà un peu en gros peut-être ce qu'on avait à vous partager. Je ne sais pas si vous voulez reprendre place au lutrin, mais sinon je crois que c'est plus intéressant de pouvoir échanger et de répondre à vos questions ou interrogations si vous avez. Donc voilà.